l'instant, évidemment, vous êtes au courant que ce professeur de collège d'art plastique a été poignardé par un élève à Sanary-sur-Mer dans le Var et nous en parlons depuis 16 heures. L'agression a eu lieu cet après-midi au collège La Guicharde. Nous avons entendu des réactions de Raphaël Balland, le procureur de Toulon, qui a pris la parole, qui a donné des nouvelles de l'enseignante. Ces jours sont encore en danger à l'heure à laquelle nous parlons et puis il a précisé ce qui s'était passé. Ça s'est passé dans la classe. Le préfet du Var a rapporté également que ce collège ne posait aucun souci. C'est ce que disait à l'instant Monsieur Bobkiewicz, qui est toujours avec nous, Bruno Bobkiewicz, qui est secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement. La difficulté, Monsieur Bobkiewicz, pour les journalistes que nous sommes, c'est de tirer des généralités sur ce qui n'est peut-être qu'un fait isolé, ce qu'on appelle un fait divers. Et le fait divers, lorsqu'il se répète, devient le fait de société. Donc un refus d'obtempérer est un fait de société. Est-ce que vous diriez que l'attaque au couteau d'un professeur est un fait de société ? Non, je ne crois pas. Je crois par contre qu'on a malheureusement une répétition inquiétante, même si elle reste à la marge. Vous vous rappelez qu'on accueille tous les jours 12 millions d'élèves, mais que quand même, on l'a vu dans les différents événements que vous avez rappelés tout à l'heure, une succession d'événements dramatiques qui ont touché très directement l'école, et c'est nouveau. Donc on ne connaissait pas ce type de situation il y a encore quelques années. Donc on a globalement une hystérisation globale de la société, pas de nuances et plus de limites concernant le comportement d'un certain nombre de jeunes et d'adultes d'ailleurs, mais également de jeunes. Donc ça c'est un fait qu'on ne peut contester. Monsieur Bobkiewicz, vous avez combien d'élèves dans votre... C'est le lycée Buffon, vous nous avez dit. 1900 élèves au collège et au lycée. Bon. Comment vous savez qu'aucun élève n'a un couteau ? Je ne peux pas le savoir. Vous pouvez le savoir si vous faites une vérification régulière. Non, parce que même si je fais une vérification régulière, on se retrouve dans des établissements scolaires où la capacité à introduire, on le voit bien d'ailleurs dans les prisons, qui sont quand même des zones extrêmement sécurisées. Alors je pose ma question différemment. Il y a une manière de fouiller tous ces élèves de manière dissuasive, je ne sais pas si c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, si le proviseur que vous êtes prend la parole en début d'année et dit attention, il y aura une fouille cette saison de tout l'établissement. Ça se passera très simplement. Vous aurez peut-être 300 gendarmes qui débarqueront dans l'établissement. Vous devrez immédiatement aller dans la cour et tout sera fouillé. Est-ce que c'est dissuasif et est-ce que ce type de mesure peut être intéressante ? Je crois que c'est déjà le cas, c'est-à-dire que il y a notamment à Paris, alors c'est pas ce que vous venez de décrire précisément, mais il y a ce qu'on appelle le plan couteau, qui est mis à l'œuvre dans l'académie de Paris, et vous avez des contrôles inopinés aux abords des établissements qui font que chaque jeune qui se présente est lui-même fouillé et son sac vérifié par les forces de l'ordre aux abords des établissements. Ça se fait de façon régulière. Mon établissement a fait l'objet de ce type de contrôle déjà plusieurs fois. Donc c'est des choses qui sont déjà... Votre établissement a fait l'objet de contrôle et combien d'élèves avaient des couteaux ? Je ne le sais pas, mais en l'occurrence, je pense que si ça avait été le cas... Comment ça se fait que vous ne le savez pas ? Si c'est le cas, je pense que je l'aurais su. Donc c'est qu'il n'y en avait pas. Voilà. Je pense qu'il n'y en avait pas, effectivement. Donc c'est intéressant quand même que tous les... Parce que tout à l'heure, Olivier Guénec, qui est un jeune de notre petite équipe, m'expliquait que tous les jeunes avaient des couteaux. Que énormément de jeunes en avaient, oui. Bien sûr. Je suis un peu rassuré parce que... Mais pas que dans les classes, dans la rue, partout, Pascal. C'est généralisé. Je suis un peu rassuré lorsque M. Bobkiewicz m'explique que sur des fouilles qui ont été effectuées dans son établissement, personne n'avait un couteau. J'imagine que lors de certaines fouilles, c'est assez facile de dissimuler un couteau, j'imagine. Je peux rien vous garantir de ce point de vue, mais dans tous les cas, il y a une différence entre avoir un couteau sur soi et d'utiliser face à un enseignant. On est sur une autre, une marche supplémentaire extrêmement grave
qui s'est produite dans cet établissement aujourd'hui. Bon, le lycée Buffon, on le disait, c'est un quartier sans doute protégé. Il n'empêche, vous êtes proviseur et en tout cas, vous êtes dans l'enseignement depuis combien de temps, monsieur Bobkiewicz ? Proviseur depuis 23 ans. Bon, est-ce que vous diriez que vous avez vu et la question, je connais la réponse, bien sûr, des élèves évoluer, est-ce qu'ils sont différents en 2026 de ce qu'ils étaient en 2000 ? Ah, mais ils sont pas différents de la société aujourd'hui. C'est-à-dire le jeune est à l'image de la société dans laquelle on vit. Donc il n'y a pas grand-chose de serein aujourd'hui dans le débat public, dans la façon dont les adultes eux-mêmes se comportent. Et les jeunes n'échappent pas malheureusement à cette situation. Mais c'est là que je me permets de ne pas être tout à fait d'accord avec vous. Moi, je vois beaucoup de jeunes gens qui sont encore bien élevés, avec des parents qui sont tenus et des parents qui répètent ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, avec une éducation plutôt stricte. Bien sûr, les choses ont changé, sans doute, mais il n'empêche que l'autorité, je m'en aperçois, avec des jeunes gens de 15 ans à 16 ans, elle est parfois appliquée, et je vois des jeunes gens qui, heureusement d'ailleurs, savent se tenir. On est tout à fait d'accord avec ça. Je n'ai pas dit que c'était généralisé. Donc, en l'occurrence, pour preuve, mon établissement est en tout cas plus du côté lycée que collège, un exemple de ce point de vue. Et heureusement qu'on peut faire confiance à la grande majorité de nos jeunes et la façon dont les parents les éduquent aujourd'hui. Mais vous êtes intransigeant, par exemple en conseil de discipline, à la moindre incartade, l'élève est exclu, 3 jours, 8 jours, définitivement. Par exemple, cette année, depuis le 1er septembre, combien d'exclusions avez-vous prononcées ? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle des exclusions définitives, le conseil de discipline du collège s'est réuni 8 fois depuis des années et a exclu 8 élèves à titre définitif pour des événements assez graves. Mais par exemple, quel type d'événements graves ? Des écarts importants de comportement, des violences physiques à l'encontre d'un autre élève, ou voilà ce type de situation, ou des propos graves qui ont été tenus et des menaces, par exemple sur les réseaux sociaux à l'encontre d'autres élèves. Voilà des exemples de situations qui nous amènent parfois à réunir. Et là, vous ne transigez pas, votre bras ne tremble pas. Alors ces élèves, ils vont où après ? Ils vont dans un autre établissement ? C'est ça. Ils sont rescolarisés dans un autre établissement. Bon, écoutez, et les parents, ça m'intéresse toujours les parents, parce que je me souviens, moi, les miens, en tout cas, lorsqu'ils voyaient un proviseur ou lorsqu'ils voyaient un élève, c'était terrible d'ailleurs, parce que j'étais à côté, ils me disaient, vous avez toute l'attitude pour faire ce que vous voulez avec Pascal. Moi, j'étais à côté, je me disais, franchement, mes parents, et je vous assure, mon père disait ça. La question du positionnement parent peut poser effectivement un certain nombre de difficultés. C'est-à-dire qu'on a parfois des parents qui ne sont pas toujours soutenants sur les prises de décision qui sont prises par l'école. Je peux vous dire que lorsqu'on se faisait engueuler par un prof, on se faisait une deuxième fois engueuler, mais tout le monde dit ça, mais c'était... ça a changé. C'était dans les années 70, le rapport à l'autorité... Sans vouloir généraliser, il est probable que sur ce sujet, il y ait évolution des mentalités d'un certain nombre de parents d'élèves. Bon, en tout cas, merci. On vous avait eu, effectivement, et on avait été conquis par l'autorité dont vous faites preuve, et puis la connaissance aussi des élèves que vous avez, et puis la connaissance de l'enseignement. Merci beaucoup. Merci et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement, Bruno Bobkiewicz. Il est 17h11. On va marquer une pause et retrouver Frédéric Michel qui est sur place. Et nous allons continuer d'évoquer ce drame à Sanary-sur-Mer avec cet élève qui a poignardé sa professeure de collège. À tout de suite. Porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Nous sommes à l'antenne, cher Richard Millet. Le cours a repris, l'ancien professeur que vous êtes. Pardon, monsieur. Oui, exactement, le cours a repris. Alors, Reda était venu, et d'abord je le remercie, parce que vous êtes venu à 16h, ça fait 1h15 que vous êtes là, et vous étiez venu pour parler du refus d'obtempérer. Puis l'actualité a fait que nous n'en avons pas parlé. Nos policiers sont en danger de mort. 3 policiers, dont un élève gardien de la paix, ont été grièvement blessés en Loire-Atlantique au niveau de Savenay, volontairement percutés par un chauffeur, par un chauffard. Les images de ce qu'il reste du véhicule sont d'ailleurs terrifiantes. Refus d'obtempérer aussi à Quincy voisin en Seine-et-Marne. 3 policiers volontairement percutés. Près d'Argenteuil, une policière adjointe de 22 ans. Traînée sur une centaine de mètres, 22 ans, et les réactions de personnalité sont peu nombreuses, pour ne pas dire inexistantes. Elle risque sa vie tous les jours pour 1 500 € par mois, c'est ce que vous disiez.
qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur ces sujets que nous n'avons pas dit? Parce qu'on vous a reçu, mais 50 000 fois là-dessus. Donc moi, je pense qu'il faut changer la loi. Il faut qu'elle soit évidemment plus sévère. Il y a peut-être une possibilité qui n'est pas sotte d'ailleurs. Refus d'obtempérer, on enlève la voiture tout de suite. C'est-à-dire qu'on prend la voiture de celui qui fait un refus d'obtempérer, elle est confisquée à jamais. Voilà, à jamais. On met ça dans la loi. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que vous proposez et votre inquiétude des policiers sur le terrain? L'inquiétude, c'est qu'on a de plus en plus de blessés dans nos rangs à cause de ce type de méfaits. Et ça, je pense que les collègues en ont plus que ras-le-bol. Et puis là, ces 3 derniers jours, ils nous ont fait... ça fait mal, très mal à notre profession. Comme vous l'avez dit, il y a peu de personnes qui s'expriment. On a le soutien de notre ministre de tutelle. Maintenant, c'est très restreint. Tout à l'heure, on parlait de... Alors, on va pas faire une guerre de la fonction publique, mais j'ai vu... certains partis parlaient de ce qui s'est passé dans cette école, de cet établissement où il y a une prof qui a été blessée. Et ces mêmes personnes n'ont pas eu un seul mot pour des policiers qui ont été blessés. Pourtant, les images, on les a. On voit une collègue, comme vous l'avez dit, qui gagnait un peu plus que le SMIC, ou quasiment le SMIC, qui a choisi qui est policier adjoint, qui est traîné sur plusieurs mètres. Et on a l'impression que ça choque pas, en fait. Et il faut savoir que nous, pour la petite anecdote, en ce moment, je traite quelques dossiers sur ces sujets-là. Nous, les policiers, quand on fait une rayure sur une voiture, sur un refus d'obtempérer, on a une enquête administrative automatique. Il faut le savoir. Non, mais une rayure, je vous assure, Pascal Pro, je vois que vous me regardez étonné, mais je vous assure que c'est vrai. Une rayure. Plus rien ne m'étonne aujourd'hui. Parce que moi, j'ai la chance d'être dans la police depuis 28 ans. Moi, quand ça m'est arrivé d'avoir une rayure ou d'avoir un carton, une fois, ça m'est arrivé d'avoir un carton avec un particulier. La seule chose qui était un peu... on est obligé de l'emmener au commissariat pour faire le constat. Mais on faisait un constat et moi, je faisais un rapport. Et puis voilà, si jamais j'avais pas commis de faute grave, voilà. Non, aujourd'hui, de manière systématique, dans la police nationale, en tout cas sur mon rayon d'action, c'est-à-dire l'Île-de-France, automatiquement, c'est une enquête administrative. Et quand vous êtes policier, et qu'à un moment, vous vous retrouvez face à un officier ou un commissaire, vous expliquez pourquoi vous avez essayé de faire votre travail avec le peu de moyens que vous avez, vous prenez un coup derrière la gueule. Et quand vous voyez derrière les élus qui disent aucun refus d'obtempérer ne mérite la mort, mais il n'y a aucun policier qui veut donner la mort, en fait. Il faut que les gens comprennent ça, en fait. Nous, on essaie juste de protéger la société contre ces individus. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle du refus d'obtempérer, ça a augmenté de plus de 11%, qu'il y a eu 8000 policiers blessés à cause des refus d'obtempérer. C'est énorme. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les délits de fuite, parce que s'il n'est pas pris en charge par les policiers, il n'y a pas de refus d'obtempérer. Donc personne pour le constater. Mais il faut voir le nombre de délits de fuite qu'il y a en France. Quand des gamines se font percuter en sortant de l'école, quand la personne a déposé ses enfants à l'école en voiture, vous savez combien on a de délits de fuite? Et c'est ça, en fait, la différence. Si vous rentrez toutes ces statistiques-là, là, vous verrez, les chiffres seront vraiment énormes. Les gens auront vraiment peur. Maintenant, je pense que la solution, elle est très simple, déjà, sur l'aspect répressif, puisque depuis des années, on nous bassine avec l'aspect préventif qui ne fonctionne pas. J'aimerais bien que les gens se réveillent et disent « Oui, ça y est, c'est bon. Ça fait 20 ans, ça marche pas. » C'est vrai. Donc maintenant, on va essayer notre méthode. Si ça marche pas, ok. Mais par contre, on essaye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui s'attaquent aux fonctionnaires de police, aux gendarmes, aux pompiers, au personnel de santé, ils prennent des peines, ou à l'éducation nationale, ils prennent des peines minimum. C'est pas grand-chose. Et n'allez pas me dire, il n'y a pas de prison. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit, il n'y a pas de prison. Mais en fait, excusez-moi, mais démerdez-vous, en fait. Moi, quand mes collègues ils passent devant un cambrioleur, ils tournent pas la tête comme ça. Ah non, il y a plus de place en garde à vue, faut pas le ramener. On tourne pas la tête, je suis désolé. Vous faites pareil. Parce que nous, si on tourne la tête, on va avoir une enquête administrative. On va nous dire, monsieur, ce jour-là, vous avez eu un appel avec 3 individus cagoulés dans une BMW en Seine-et-Marne et vous n'êtes pas intervenu. Il va falloir vous expliquer. Et vous allez prendre une sanction et vous n'aurez pas d'avancement pendant 3 mois. Et c'est ça la différence. Et même chose pour la réponse pénale. Un juge, un magistrat, je ne mettrai pas les magistrats dans le même panier, bien sûr. Il y a un magistrat qui, comme dans l'affaire Elias, donne à aucune responsabilité d'interdire à 2 individus qui font l'objet de fiches de recherche, qu'ils ont interdiction de communiquer ensemble, et qui finalement, un de ces individus met un coup
de machette zombie à un gamin qui est décédé, qui revenait du foot tranquillement, qui avait rien demandé à personne, je pense qu'à un moment, lui aussi, il a le droit à une petite enquête administrative comme nos policiers ont le droit. Absolument. Reda Belladj est avec nous sur l'antenne d'Europe 1 à 17h21 pour parler de la sécurité sur la voie publique telle qu'elle est aujourd'hui orchestrée par les policiers et par les voyous. Le procès de Florian M est programmé quand ? On ne sait pas, peut-être en 2026. Vous savez, ça va être un procès. Je vais pas vous dire que j'ai des craintes par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que et j'en ai autant que vous. Parce que je me dis que si ceux qui vont juger sont d'accord avec le fait que le Calais, enfin, les images, je les ai vues comme vous, elles ont choqué mes filles aussi. Elles ont choqué des enfants, je le comprends. Mais ces gens, mes enfants, ces gens, ils sont pas policiers. Moi, je vois un policier sur un capot, je vois une voiture qui a failli renverser plusieurs personnes, et à la fin, la personne demande de s'arrêter. Elle connaît, elle sait comment fonctionne Malheureusement, ce jeune homme savait comment fonctionne notre service, mais à chaque fois, il n'a jamais été sanctionné. C'est peut-être pour ça qu'il a pris cette décision. On ne le saura peut-être jamais pourquoi il a pris cette décision. J'ai entendu des gens prendre la parole de son quartier, la famille proche, dire qui n'a jamais fait un refus d'obtempérer, qui n'a jamais roulé sans permis. Non, excusez-moi, non. Déjà, là, au niveau de l'éducation, il faut se poser certaines questions. Voilà. Donc, on va dresser le profil de la personne qui est malheureusement décédée. On va dresser le profil de Florian. Et le profil de Florian, il est très simple. Des médailles d'acte courage et dévouement, des médailles de sécurité intérieure, des médailles qui sont quasiment impossibles à avoir dans la carrière d'un policier lambda. Un collègue qui a un enfant, un collègue qui a aucune sanction, qui a passé ses examens de brigadier, qui a été devenu brigadier. Il a peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il a fait, les gens jugeront, la justice est là pour ça, peut-être qu'il a fait preuve de discernement, peut-être qu'il n'a pas fait preuve de discernement. En tout cas, il s'est retrouvé. Comment voulez-vous juger ? Sur quels éléments voulez-vous juger 2 ans, 3 ans après, cette seconde où il a été obligé de prendre la décision parce qu'une voiture partait, c'est en tout cas ce millième de seconde. Ce millième de seconde. Quel élément pouvez-vous apporter ? Je pense qu'il faudrait, et c'est pour ça que la loi, me semble-t-il, elle est mal faite. C'est-à-dire que c'est la présomption de légitime défense pour un policier. Nous, on devrait avoir des magistrats, M. Pascal Praud, on devrait avoir des magistrats qui tournent avec nous. Et bien sûr. Qui tournent avec nous et qui voient dans quelles conditions on travaille. Et selon l'environnement, parce qu'à Nanterre, on est à 100 mètres de la cité Pablo Picasso, parce que là, tout le monde est en train de... Je ne remets pas en cause les marches blanches, les commémorations chaque année, mais attendez, Pablo Picasso, c'est les plus gros fours de... Enfin, les fours, pardon. C'est vraiment une plaque tournante du trafic de stupes dans les Hauts-de-Seine, c'est les numéros 1. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, vous avez... Et il y avait une course-poursuite qui s'était engagée sur combien de kilomètres et depuis combien de temps ? C'est pas énorme. En fait, vous savez, on est à côté de la cité Pablo Picasso, et on est à côté du commissariat, enfin de l'hôtel de police, de la DTSP, pardon, la Direction Territoriale de Sécurité Publique, avec le TGI, avec tout ce qu'il faut. C'est même pas à 100 mètres. Vous pouvez tout faire à pied. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que les gens prennent une décision parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que la France brûle une nouvelle fois. Mais excusez-moi, il y a une sortie du président de la République qui a dit inexcusable, inexplicable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire tous le constat que finalement, les cités ont brûlé, des lieux d'éducation, des maisons de quartier, des mairies, des lieux de... Enfin voilà, ils ont tout brûlé, des commerces sont brûlés, donc ça n'a rien changé. Voilà. Et pour nous, les policiers, rien n'a changé non plus. Il n'y a pas plus de formation en situation anxiogène. Voilà. Donc... Voilà, il y a plein de choses à revoir. Et moi, tout ce que je constate par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur la violence, c'est que rien ne change. Rien ne change parce qu'effectivement, et le sentiment qu'on a, c'est que chaque année, ce sera pire. Merci beaucoup, Reda Belladj, d'être venu au micro d'Europe 1, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Il est 17h25. Je crois que nous avons rendez-vous avec Fabrice Lafitte. Absolument, dans un instant, mais auparavant, on va voir une petite page de publicité. Ah, je pensais que nous avions rendez-vous ensemble pour faire un top jeu, voyez-vous. Le top jeu, ça sera tout à l'heure, 17h40. Là, on aura l'annonce dans quelques minutes. D'accord. C'est l'occasion de dire bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Cette émission est dramatique et vous savez que nous aimons donner une certaine légèreté généralement à notre émission. Et qu'hélas, aujourd'hui, c'est impossible, puisque cette professeure de collège d'art plastique est toujours entre la vie et la mort.
mort. Mais je peux saluer néanmoins Alexandre Omar et le remercier parce Bonjour que dans ces Pascal. cas-là, il faut monter une émission très rapidement qui permet d'avoir divers intervenants. Et puis remercier également l'indispensable Laurent Tessier qui est à la rédaction en chef et la manœuvre de notre émission depuis 16h dans une émission quasiment spéciale sur ce drame de Sanary